L'alimentation, aujourd'hui et demain, c'est sur la Scène Forum, en partenariat avec Guest Online, la réservation responsable. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous ce matin pour ce deuxième jour du festival Omnivore qui explore cette année les horizons engagés. Et aujourd'hui, on va parler de manger demain, aujourd'hui quand même. Je suis ravie d'accueillir mes intervenants que je vais pas tarder à présenter. On aura 45 minutes de discussion et à la fin, j'inclurai une dizaine de minutes d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas à garder en tête vos questions. On reviendra pour avoir un petit moment de partage. En guise d'introduction, je voulais rappeler qu'on dit souvent que manger, c'est voter 3 fois par jour. Et comme il serait bon que le changement, ça soit vraiment maintenant, c'est sûrement en mangeant qu'aura lieu la révolution. Alors, elle ressemble à quoi, la révolution en mangeant? Le changement en mangeant, c'est justement le thème de cette table ronde aujourd'hui. Et je suis donc Lorraine Petit, spécialiste de l'alimentation, des questions alimentaires. Et pour en parler, je voudrais accueillir Angèle Firemag, qui est cuisinière, naturopathe, autrice de nombreux livres d'alimentation, santé, avec des recettes naturelles. Claude Fischler, qui est sociologue de l'alimentation, et notamment, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Omnivore, avec un H, en 90, donc vous aviez quand même pas mal d'avance sur votre temps, et je suis ravie que vous veniez pour la première fois sur Omnivore. Il était temps quand même qu'on fasse le lien et qu'on fasse les ponts. Et Frédéric Wallet, vous êtes sociologue, non pardon, vous n'êtes pas sociologue, vous êtes économiste de formation et chercheur à l'INRAE, actuellement à Toulouse, et vous avez notamment écrit Manger demain, donc qui est bien dans le thème également, et qui est conçu comme une boîte à outils pour décrypter les grandes questions que pose notre alimentation et surtout débusquer les fake news. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Frédéric Wallet, pour commencer, qu'est-ce que ça vous évoque, le changement en mangeant ? Alors le changement en mangeant, c'est d'abord un changement qu'on a vécu depuis plusieurs décennies, puisque quand on regarde le régime alimentaire qui fait notre quotidien aujourd'hui, on a eu de grandes évolutions. Par exemple, on a multiplié par 2 la quantité de viande que nous mangeons quotidiennement par rapport à la consommation des années 50. On a multiplié par 3 la consommation de fromage. Ça veut dire que le changement en mangeant, c'est d'abord le changement que nous avons accepté depuis plusieurs décennies dans nos assiettes. Ça s'est transcrit par une augmentation très massive de la consommation de protéines animales. Ça s'est traduit également par un rôle accru de l'alimentation ultra transformée. On mange de plus en plus de produits qui sont préparés pour nous. Et donc une dépendance à un certain mode de production et aussi de commercialisation des produits alimentaires. Puisque juste pour donner un chiffre, on ne va pas vous abreuver de ça, mais dans les années 80, la grande distribution représentait à peu près 27% des achats alimentaires. Aujourd'hui, de manière assez stable, depuis plusieurs années, on est autour de 65%. Donc, on a eu déjà un changement massif de notre mode de consommation. On voit aujourd'hui que ce mode de consommation n'est pas forcément durable, ni pour la santé des écosystèmes, ni pour la santé humaine. Et donc, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir à des évolutions. Moi, je travaille beaucoup sur la question des circuits courts, de l'alimentation locale, et on voit bien qu'il y a beaucoup d'initiatives nouvelles qui fleurissent sur les territoires et qui offrent des alternatives à ce mode de consommation agro-industrielle. Angèle, ça fait un moment que vous travaillez que vous imaginez la nourriture du futur et que vous travaillez sur ces questions-là, en cuisine notamment, à travers donc, un service traiteur et 2 guinguettes. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes connue, la guinguette d'Angèle, sur Instagram, très suivie, et surtout avec des lieux physiques, des petites guinguettes très mignonnes, dans le 1er et dans le 9e, dans lesquelles vous essayez de toucher un maximum de gens avec cette cuisine de demain. Comment vous la définissez? C'est quoi manger demain pour vous? Alors, je pense que manger demain, ça se rapproche peut-être de comment on mangeait hier, avec évidemment ce qu'on connaît aujourd'hui, et puis un peu plus peut-être de glamour.
mais parce que hier c'était involontaire et aujourd'hui c'est peut-être une urgence. Et comment je la définirais? En fait, elle peut être très joyeuse, cette cuisine, mais je pense que l'élément dont on a le plus besoin, c'est la conscience. C'est mettre de la conscience dans ce qu'on mange, c'est apporter, il y a de plus en plus d'organismes, avec notamment Écotable, l'école comestible, etc., qui permettent aux jeunes enfants ou aux gens de retrouver un peu le lien entre la terre, l'alimentation et eux, pardon. Et donc voilà, je pense que moi j'aime beaucoup quand on sert nos plats, vraiment former toute l'équipe, toute la chaîne pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe vraiment et que quand les clients consomment notre nourriture, ils se disent ah bah c'était super le service et puis ça a été livré de cette façon éthique et puis cet agriculteur voilà il y a de la joie dans la cuisine, enfin que toute la chaîne soit. Je pense qu'on mange pas pareil, je pense qu'on jette moins et que pour moi ça fait partie des clés de l'alimentation de demain. Et avec une dimension quand même santé qui est forte dans votre travail, parce que vous êtes naturopathe aussi. Comment ça se traduit dans les plats, dans les recettes? Comment ça se... Je pense aussi que pour consommer moins et pour consommer mieux, il est important de consommer des aliments qui sont naturellement peu transformés et qui vont nous apporter beaucoup. Donc ça se traduit par évidemment une alimentation la plus bio possible. Des huiles crues, première pression à froid, des modes de cuisson aussi. Chez nous, il n'y a pas de friture, il n'y a pas on surchauffe pas les aliments, ils ne sont pas marinés trop longtemps, mijotés trop longtemps. Et puis aussi en ajoutant des petits twists, donc des algues évidemment, des plantes, tout plein de choses. En fait, on a une vraie pharmacie naturelle dans nos... On aura l'occasion de reparler des algues dans la table ronde suivante avec un cueilleur d'algues qui s'appelle Jean-Marie Pédron qui vient du Croisic. Et donc on pourra aborder cette question-là. Claude, pour comprendre comment on mange demain, c'est intéressant de se pencher sur notre rapport historique à l'alimentation et ce qu'on mangeait hier. Vous faites l'analogie entre l'alimentation et le langage. Vous dites qu'on est en train de connaître une crise profonde de l'alimentation. Quand vous m'avez dit ça, j'ai trouvé ça un peu angoissant. Mais vous allez peut-être nous rassurer et nous expliquer pourquoi. Et est-ce que vous pensez qu'on ne se comprend plus entre mangeurs et qu'on n'a plus le même langage? Je ne sais pas si on ne se comprend plus entre mangeurs, mais comme l'a dit Frédéric, il y a eu des changements gigantesques. Et il y a même eu des changements dans le changement, parce que finalement, il a insisté sur le fait qu'on mange beaucoup plus de protéines. Et c'est une période où on s'occupe de l'environnement. Donc, on raisonne en termes de production animale, etc. Pendant 20 ou 30 ans, on s'est pratiquement préoccupé que de nutrition. C'est-à-dire, est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on ne mange pas bien, est-ce qu'on va crever, etc. Et là, on ne nous parlait que de graisse. De graisse. De graisse, c'était la consommation de gras qui était devenue quelque chose d'énorme. Bon, je veux dire, le changement change, et ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a subi en l'acceptant. C'était très très juste ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a mangé de plus en plus de produits transformés, de produits commodes, qui nécessitaient le moins de cuisine possible. Et on se rend compte aujourd'hui que dans cette espèce de facilité dans laquelle on s'est complu sans jamais en être satisfait, maintenant on se révolte pratiquement. C'est-à-dire que voilà, on est passé d'une situation où pendant 40 ou 50 ans, enfin progressivement, les gens ont commencé à dire, et ça j'entends ça depuis des décennies, n'est-ce pas? Avec l'alimentation moderne, on ne sait pas ce qu'on mange. C'est-à-dire que les produits sont tellement transformés qu'on a perdu le sens. C'est ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est un truc qu'un animal comme un omnivore, il n'aime pas du tout parce que il sait, en tout cas l'omnivore humain, que au sens propre comme au sens figuré, il est ce qu'il mange. Si je suis ce que je mange, j'ai besoin de savoir ce que je mange, sinon je ne sais plus qui je suis, ce que je suis, ce qui va m'arriver, ce que je vais devenir, etc. Il y a une espèce d'anxiété qui n'a fait que monter depuis 40 ans. Est-ce que de dire on est ce qu'on mange, c'est pas un peu aussi blâmer ceux qui mangent mal et qui n'ont pas tellement d'autres choix que de faire ça? Mais dire voilà, la personne qui mange des paquets de chips et qui doit prendre les pâtes premier prix, est-ce que du coup elle devient elle-même un paquet de pâtes premier prix? Bon alors écoutez, je vais vous donner un exemple vécu, si j'ose dire, par exemple dans une enquête aux États-Unis où j'avais
une masse de données. Il y avait une catégorie, je n'étais pas habitué aux catégories des statistiques américaines, il y avait une catégorie Working Poor. J'étais à Columbus, Ohio. D'accord ? Working Poor. C'est quoi Working Poor ? C'est en général des femmes seules qui ont 4 ou 5 boulots différents dans la journée. Dans des villes du Midwest américain, il n'y a pas de transport en commun ou presque. Elles ont des enfants à la maison, elles travaillent toute la journée, elles vont rentrer le soir. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont aller le supermarché ou le marché le moins loin de leur domicile parce qu'il y a des déserts alimentaires. Et qu'est-ce qu'elles vont prendre ? Elles vont prendre les choses qui sont le moins chères, le plus caloriques, satisfaisants, etc., qui vont le plus plaire aux enfants et qui ne vont pas leur donner de boulot. Ça va être quoi ? Ça va être des trucs en sachet, des Doritos ou des chips ou des choses comme ça. Et après, vous ne pouvez pas vous étonner qu'il y ait, dès que vous entrez dans les quartiers où habitent des gens comme ça, une masse d'obésité absolument incroyable, même pour nous en Europe, même si ça augmente, etc. Donc on voit bien ce piège un peu dans lequel on est, de la facilité, de ce qu'ils appellent dans le business la palatabilité, c'est-à-dire en gros gras, sucré, salé, etc. Palatabilité. Palatabilité, les aliments palatables. Voilà, c'est un terme technique, évidemment, un anglicisme, même si ça vient du français avant, parce que palais, n'est-ce pas ? Voilà. Donc on est dans cette logique-là. Alors ça, c'est l'extrême. Mais d'un autre côté, il y a la prise de conscience du problème écologique, il y a la prise de conscience des difficultés économiques et maintenant avec les circonstances les plus récentes de l'actualité, tout d'un coup ça explose. Mais si vous voulez, c'est 40 ans sur je ne sais pas ce que je mange, c'est vrai d'un certain côté que nous sommes ce que nous mangeons, c'est vrai symboliquement, puisque si je mange quelque chose, je vais ressembler à quelque chose que je mange, en tout cas de ma tête, mais c'est vrai biologiquement aussi, puisque c'est la seule consommation. Si vous achetez une bagnole, ça peut vous impliquer, vous pouvez y mettre beaucoup de vous-même, vous dites c'est le prolongement de ma personnalité, ça dit quelque chose, ou les vêtements, ça dit quelque chose sur moi, etc. Mais du point de vue marketing, il n'y a absolument rien de plus impliquant qu'une consommation que vous faites rentrer dans votre corps et qui devient en partie vous-même, votre propre substance. Il y a un rapport à l'intime aussi qui se joue quand on mange. Angèle, vous acquiescez aux paroles de Claude, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette dimension ? Pardon, merci. Non, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que cette consommation va faire notre énergie, va jouer aussi sur notre biotope, sur notre état d'esprit aussi, sur notre bonheur, si on est carencé, si on est... Donc évidemment, c'est notre carburant à nous pour reparler de la voiture, c'est ce qui va nous faire. Après, c'est très facile d'être culpabilisant et très désagréable, bien sûr, c'est pas du tout notre but ici, mais revient la conscience, mais de s'engager en fait, de s'engager dans soi-même, pour la terre, pour ses enfants, un engagement personnel, c'est ce qui fait aussi notre valeur et pour nous en premier, notre vision de nous-mêmes, c'est tellement important. Et je sais que cet optimisme vous caractérise et aussi très présent sur vos réseaux, sur la manière dont vous communiquez, avec un côté vraiment déculpabilisant et qui donne envie aussi d'embarquer. C'est ça qui fait que vous arrivez à fédérer, à faire en sorte que les gens s'intéressent au mieux manger et au changement en mangeant ? Déjà pour une raison toute simple de base, c'est que quand on mange devant les informations ou qu'on est stressé ou en s'engueulant, etc., on digère beaucoup moins bien, on assimile moins bien les choses, c'est moins digeste. Mais surtout parce que je pense qu'on fait beaucoup plus avec le positif et on va beaucoup plus loin en impliquant les gens par la joie, par les prises de conscience que par la culpabilité. Et on est dans une époque où en fait tout prête, c'est très anxiogène cette période de la Terre, donc restons positifs parce qu'il y a des solutions et que de toute façon on a que ça de mieux à faire. Frédéric Ouallet, j'ai lu beaucoup de chiffres dans votre livre Manger demain moi j'étais pas complètement optimiste tout le temps, j'avoue, en lisant ce livre, même s'il y a beaucoup de solutions, surtout dans la dernière partie. Vous arrivez à rester optimiste, à avoir de l'espoir. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? Parce que par exemple, un des chiffres que j'ai lu, c'est que vous avez dit qu'on mange de plus en plus, on se nourrit de plus en plus dans les grandes surfaces
et que 80% de ce qu'on achète dans les grandes surfaces sont des aliments ultra transformés. À partir de là, comment on fait pour pas engloutir que toujours plus de cordons bleus sous plastique? Alors, si on est ce qu'on mange, on mange aussi ce qu'on nous offre. Et un des grands enjeux, c'est de faire évoluer l'offre alimentaire. Claude disait qu'il y avait des endroits aux États-Unis, mais pas uniquement aux États-Unis. Nous, dans nos travaux, on l'a vu par exemple en grande couronne parisienne, où l'accès à une alimentation saine et de qualité, ça nécessite de faire plusieurs kilomètres pour des populations qui ne sont pas forcément motorisées. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'acte d'achat, il se limite à ce qu'on va trouver sur place. Donc, pour pouvoir rester optimiste, il y a un effort à faire pour pouvoir amener une alimentation de qualité à proximité des populations qui n'ont pas forcément cette culture et ni les moyens économiques d'accéder à une alimentation bio dans un certain nombre de réseaux. Donc, voilà, il y a des chemins qui peuvent se construire. Ça nécessite des actions collectives à la fois au niveau des associations, mais aussi des collectivités territoriales qui ont un rôle essentiel à jouer dans cette évolution. On travaille, nous, à l'INRAE, pas mal aussi sur les questions de cantines scolaires et de restaurants collectifs au sens large. Et donc, on insiste sur le fait que c'est un levier très important d'acculturation à d'autres pratiques alimentaires. Alors bien évidemment... C'est-à-dire de s'habituer à mieux manger, de donner aussi une connaissance des goûts aussi aux enfants, d'éduquer, voilà. Et de donner peut-être la possibilité à des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de manger sainement, en tout cas au moins un repas par jour qui soit issu de produits Alors c'est un repas équilibré, c'est un repas sain, mais c'est aussi le fait de les acculturer à l'idée selon laquelle il n'y a pas forcément besoin de protéines animales à tous les repas. On a la loi Egalim aujourd'hui qui essaye d'aller dans ce sens, mais il faut pas simplement culpabiliser les mangeurs, il faut former toute la chaîne à cette évolution, et notamment la question des cuisiniers et des acheteurs des collectivités locales semble essentielle. Il faut que les gens soient formés à la fois à pouvoir cuisiner différemment, vous le faites, hein, c'est-à-dire proposer d'autres recettes qui soient appétantes pour le mangeur, et notamment quand il s'agit des enfants. On recevait hier justement François Vauglin, qui est le maire du 11e arrondissement de Paris, qui expliquait justement qu'il était en train de réinvestir les cantines scolaires et de faire en sorte d'équiper aussi les cantines de plus d'éléments de cuisson, de découpe, une légumerie, parce qu'en fait ils ont été complètement dépossédés de leurs moyens de production, et les cantiniers aussi ont perdu de leur valeur de cuisinier en devenant juste des personnes qui ouvrent des boîtes et des sachets sous vide. Donc voilà, redonner aussi le pouvoir aux personnes qui nourrissent des enfants, c'est important dans ce sens-là. Claude Fischler, on est passé d'un budget... Ah oui, je vais faire un petit quiz à l'Assemblée, peut-être que vous avez une idée avant de vous donner la parole. Le budget de l'alimentation, en 1960, par ménage, était 35% de la part de l'alimentation de la part du budget dédié à l'alimentation. Aujourd'hui, à votre avis, il est de combien ? 25, 60, 10, non, moins que 25, 20% aujourd'hui. Donc on a quand même beaucoup baissé. Qu'est-ce que vous concluez de ce chiffre ? Est-ce qu'on connaît une perte de valorisation de l'aliment? Est-ce que les gens préfèrent valoriser d'autres choses que d'investir dans leur alimentation? Non, mais ça, c'est un peu trompeur, ça, parce que si vous voulez, c'est la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation. Alors ça, c'est une loi économique qui s'appelle la loi d'Engel, et qui est que plus vous êtes riche, moins la part consacrée aux dépenses de base est importante dans votre budget. Donc ça parle pas. En plus, le chiffre que vous donnez, moi, je serais plutôt à 14. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les Français, par rapport aux autres, dépensent une beaucoup plus grande part de leur budget sur l'alimentation. Par exemple, aux États-Unis, ça serait plutôt à 5-6%. Donc vous voyez, presque 3 fois plus. 3 fois moins, je veux dire. Bon, mais ce qui est vrai, c'est qu'en effet, on a de plus en plus de dépenses qui sont consacrées à autre chose. Et dans les débats comme ça, on parle toujours du téléphone portable chez les jeunes comme une spot de concurrence pour l'alimentation. Non, c'est une réalité. Mais là-dessus, il faudrait plutôt investir et capitaliser sur une espèce de particularité française qui est tout à fait passionnante et qui se traduit dans ce chiffre-là, c'est qu'on tient
plus que les autres peut-être, ou on pense plus que les autres, à avoir une bonne alimentation. Et même dans les chaînes discount, comme je ne veux pas donner de marque, mais il y a des experts qui me racontent que en arrivant sur le marché français, ils se rendent compte qu'il faut peut-être faire un peu plus attention que sur le marché néerlandais ou allemand. Donc il y a ça. Et la deuxième particularité française aussi, c'est qu'il y a une dimension sociale de la nourriture qui est absolument essentiel pour les gens. C'est-à-dire que quand vous interrogez beaucoup de Français depuis très longtemps, comme je l'ai fait, et puis d'autres nationalités, vous voyez ça sortir. Les Français, vous leur dites c'est quoi bien manger, ils vous dites varié, équilibré, pas trop de ceci, pas trop de cela, pas trop de sucre, pas trop de gras, pas trop de sel. On ne dit pas camembert, baguette. Un bon repas entre amis ou en famille, c'est quand même un truc typiquement français et ça fait du bien. C'est vraiment un truc qui sort sous une forme ou une autre, constamment. Alors j'ai eu ça un peu en Italie, mais là on vous parle plutôt de la famille, ou aux États-Unis ou dans les pays, disons, anglo-saxons, ou protestants historiquement, parce que la religion, l'arrière-plan historique religieux, c'est très très important, ça distingue complètement, ça détermine complètement le rapport à l'alimentation d'une façon même surprenante. Eh bien, dans les pays de background protestant comme ça, on va vous dire, si jamais on vous parle de manger avec quelqu'un, c'est par charité, vous voyez, c'est la place du pauvre. Tandis que nous, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle en français la convivialité. Et nous, techniquement, le mot, c'est commensalité, c'est-à-dire le fait de partager la table. C'est pas forcément convivial d'ailleurs, hein, parce que ça peut être très strict, très formel, très hiérarchique, etc. Mais ça joue un rôle très important en France, et c'est peut-être pour ça qu'on vit mal aussi le changement. Quand certains le vivent mal, c'est que manger, on s'en rend compte finalement, les changements dont parlait Frédéric tout à l'heure, il y a un truc qui est absolument fondamental, c'est que jadis, je vais opposer jadis et aujourd'hui, c'est un peu simplet, mais enfin disons, donc jadis, il y a encore pas très longtemps, on mangeait en fonction des autres, c'est-à-dire qu'on mangeait, il est 1h, on va déjeuner, c'est pas parce que je me rends compte que j'ai pas mangé depuis tant d'heures et que je suis en hypoglycémie, etc. C'est parce qu'il est 13h et c'est l'heure du déjeuner. Et l'heure du déjeuner, c'est un rite social. Tout le monde va déjeuner entre 12h30 et 1h15, et à 2h, regardez dans les brasseries parisiennes, lors du déjeuner, ben voilà, tout le monde arrive à la même heure. Indépendamment de si on a faim ou non, d'ailleurs. Oui, c'est un acte social. Alors, mais ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, avec le changement, l'évolution, ça devient de plus en plus un acte individuel. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez comme tout le monde, c'était la norme. Vous vous mettiez à table à telle heure, vous ne disiez pas en famille que vous n'aimiez pas ça ou que vous vouliez que ça, etc. On faisait comme tout le monde, donc c'est ce qu'on appelle, les sociologues appellent ça une norme. La norme, la règle sociale, si vous voulez, et on l'applique sans y penser, ça va de soi. Et maintenant, il faut penser à tout, parce qu'on est responsable individuellement de tout ce qu'on met dans notre bouche, mais individuellement. Et donc, quand vous allez bouffer chez quelqu'un, et quand vous allez manger chez quelqu'un, maintenant, vous avez le droit de dire de plus en plus, moi, je ne veux pas de ci ou je ne veux pas de ça, parce que ça, c'était l'autre bouquin que j'aurais dû vous envoyer, qui s'appelait Les alimentations particulières, mangerons-nous encore ensemble demain? Eh bien, on mange de moins en moins ensemble, ou en tout cas, on mange ensemble en même temps, mais pas nécessairement la même chose. Frédéric Wallet voulait réagir à ça? Et j'accepte le livre même après la table ronde. Oui, peut-être au moins 2 commentaires par rapport à ce que disait Claude à l'instant. La première chose sur le budget alimentaire, la part de l'alimentation dans le budget des ménages. Nous, dans nos travaux, on plaide pour la prise en compte de ce qu'on appelle les coûts cachés de l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'alimentation a vu son prix baisser par la hausse de la productivité agricole, mais au détriment d'un certain nombre de ce que nous appelons les coûts cachés, c'est-à-dire la pollution qui est liée au transport, les effets négatifs au niveau social, par exemple, sur la rémunération des agriculteurs, etc. Donc, il nous semble très important pour orienter le choix des consommateurs de réintroduire ces coûts cachés
dans ce que les consommateurs peuvent voir de l'alimentation. C'est-à-dire que quand on achète une tomate à 1 euro le kilo en hiver qui a été produite sous serre intensive au sud de l'Espagne, c'est pas vraiment 1,50 € que ça coûte à la société. Ça coûte beaucoup plus, surtout si on prend en compte les atteintes à la durabilité et à la biodiversité qui sont liées à ce mode de production. Donc ça, c'était le premier commentaire. Et le deuxième commentaire, effectivement, j'abonde tout à fait dans ce qui a été dit sur le processus, la dimension sociale et le processus d'individualisation de l'alimentation. Ce qu'on a regardé, c'est aussi dans le bouquin, c'est l'augmentation de la consommation extérieure également qui joue de manière massive sur cette individualisation du repas et qui joue aussi sur une plus forte dépendance à l'achat d'une alimentation qui est préparée pour nous. Et donc ça appelle aussi à un examen assez fin de l'évolution des pratiques alimentaires pour essayer de faire en sorte que les gens soient informés dans les restaurants, par exemple. Vous aurez sûrement plus à dire que moi là-dessus, de la composition des repas, de ce qui a été nécessaire pour les préparer, de l'origine aussi des produits qui sont dans l'assiette des mangeurs. Angèle, je voulais qu'on revienne sur la spécificité française, mais aussi des exemples à suivre ailleurs dans le monde. Je sais que vous avez fait une série qui s'appelle Les Zones Bleues, qui explore les zones dans le monde où on a le plus de longévité. Donc au Japon, notamment en Grèce, en Italie. Il y a plusieurs endroits où vous êtes allés comme ça. L'émission est vraiment magnifique. Et je voulais savoir quels étaient les enseignements. C'est quoi les secrets de longévité? Alors oui, je suis partie faire tourner cette émission avec un médecin. Et donc on a pu rencontrer beaucoup de scientifiques, etc. Donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est prouvé, et c'est pas juste des aberrations, ou des idées reçues. Mais l'enseignement qu'on tire donc des zones bleues, les zones bleues, ce sont les zones où il y a un taux particulièrement élevé de centenaires ou de super centenaires, donc 110 ans, en bonne santé. Ça, c'est très important parce qu'ils ne sont pas sous assistance médicale, ils continuent à avoir une vie sociale. Et tout ça. Donc évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects que l'alimentation, notamment la topologie, la santé, j'imagine le sport, l'entretien physique. Le sport lent, il y a plein de piliers, ce qu'on appelle les piliers de la longévité, mais évidemment l'alimentation en fait partie. Et par rapport à l'alimentation de ces personnes-là, qui sont vraiment en très bonne forme, intellectuelle, physique, c'est assez bluffant, on retrouve plusieurs aspects. Déjà, dans tous ces endroits, donc très très disparates dans le monde, ils mangent peu. Ils sont assez pauvres en fait, bizarrement. Donc dans leur assiette, il y a en moyenne 80% seulement de nos denrées. Enfin, il y a beaucoup moins que chez nous, 20% en moins que dans nos assiettes à nous. Ils finissent très souvent leur repas en ayant toujours un petit peu faim. Les produits qu'ils consomment, leur alimentation tout au long de leur vie, relativement monotone. Donc en fait, ce serait lié notamment à leur biotope. Ils mangent comme leurs parents, comme leurs grands-parents, et en fait, leur corps sait très très bien digérer ces aliments-là. Mais monotone, ça ne veut pas dire peu varié. En fait, pour nous, c'est presque ennuyeux parce que tout au long de leur vie, ils consommeront donc des légumineuses très souvent, des fromages du coin, des graines, des oléagineux, plein de choses. Et évidemment, une alimentation carnée très rare. Donc ou une fois par semaine ou uniquement pendant les fêtes, mais ça coûte cher évidemment. Les produits ne viennent que c'est extrêmement local parce qu'ils ont pour la plupart leur potager qu'ils entretiennent eux-mêmes tout au long de leur vie. Donc une conscience aussi du prix des choses, parce que c'est vrai que quand on va au supermarché, il me semble, peut-être messieurs vous savez mieux que moi, que ce sont les ménages qui jettent le plus, parce que quand on achète au supermarché, on achète parfois trop et on jette beaucoup. Là, évidemment, il n'y a pas du tout cet aspect-là. Ils savent le prix du petit pois, quoi. Ça leur a coûté du temps, de l'eau, de l'énergie. Il y a aussi le fait que ces régions, donc plutôt isolées, donc sont protégées de l'industrialisation, des pesticides, tout ça. Et les fruits et les légumes qui poussent ont plus de mal. C'est souvent des lieux difficiles, en fait. Donc, ils contiennent beaucoup plus d'antioxydants parce qu'ils ont dû plus se défendre. Donc il y a plus notamment de flavonoïdes,
d'antioxydants qui va donc les aider à se régénérer. Donc la frugalité, quoi, finalement. La frugalité, la sobriété. Après, le vin est maison. Alors, je dis, il n'est pas meilleur que chez nous, mais pas du tout. Il est même plutôt dégueu. Mais par contre, ils sont très, très nombreux à faire leur propre vin. Donc, évidemment, il n'y a pas de sulfite ajouté. L'ambiance, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais le fait de manger, que ce soit un acte social et joyeux et de réunion et de joie, ça joue énormément aussi sur la santé, sur l'appétit, sur la conscience en fait. On mange un moment, on mange une conversation, on mange la compagnie des autres aussi. Et puis aussi le fait que l'alimentation est une médecine aussi. C'est-à-dire qu'ils adaptent leur alimentation. Comme ils sont très isolés, ils ont souvent peu accès aux médecins aussi. Et donc ils adaptent selon leurs petits mots l'alimentation avec les herbes du jardin, le fait de jeûner le soir, ou enfin plein de techniques. Pour illustrer vos propos et avant de vous donner la parole, Angèle a apporté des petites choses à déguster pour illustrer vraiment l'intérêt de faire des combinaisons d'ingrédients pour limiter sa consommation de produits carnés, pour se régaler, pour limiter le gaspillage alimentaire. Donc il y a tout ça dans cette petite bouchée que tu nous as imaginé. On va le faire passer. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce que c'est ? Oui, parce que vous allez en parler, je pense, à la table ronde suivante, mais une des solutions pour éviter de consommer trop de viande et quand même ne pas être carencé en protéines, il y a évidemment les algues, plein de choses, mais aussi le mélange légumineuses-céréales. Parce qu'en fait, ça n'est pas des protéines végétales, contrairement à ce qu'on entend, mais c'est une association d'acides aminés essentiels qui va nous permettre de créer notre propre protéine. Donc il y a donc c'est vraiment, c'est pas de la haute gastronomie, hein, c'est vraiment pour illustrer le propos. Il y a donc des lentilles du Puy, du riz de Camargue et une petite sauce tomate qui est faite avec les tomates. Là, on est en fin de saison, elles ont un goût délicieux, mais elles vieillissent très rapidement. Comme une passata, quoi. Voilà, exactement. C'est comme une passata dans laquelle j'ai rajouté des herbes, du romarin, des oignons et un petit peu de pain de la veille, puisque Lorraine trouve que dire pain rassis, c'est vraiment pas chic. Un petit peu râpé dessus. Et du pain grattato. Du grattato, voilà. Donc l'idée, c'est juste de vous montrer que ce genre de choses, en fait, on n'est pas obligé d'avoir une viande, d'avoir un bon poulet, d'avoir ces odeurs carnées pour faire un repas convivial et sympa. C'est vrai que donner des noms, ça peut aider en fait. Donner des noms un peu plus jolis. Grattato, tout ça, quand on présente le plat, ça marche mieux que quand on dit simplement bon bah il y a du riz, des machins. Donc voilà, ça fait partie des techniques que moi j'œuvre pour ça parce que ça peut vraiment nous aider à consommer différemment et joyeusement. Pendant qu'on continue de distribuer, vous êtes particulièrement nombreux, donc malheureusement il n'y en aura pas pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Des observations? Là-bas, j'arrive. Bonjour, merci à vous trois déjà pour toutes vos explications et les lumières sur ce sujet. Je voudrais revenir en arrière à une question peut-être pour monsieur Claude Fischler. Vous avez parlé des États-Unis et des working poor classes. Et en gros, je voulais savoir, ici on parle beaucoup de la France, de l'Europe, c'est normal, on est un festival qui est situé à Paris, et voilà, avec un public qui est en théorie concerné par la question. Est-ce qu'il existe des territoires étrangers, vous parlez des États-Unis notamment, où la question de l'alimentation, mieux manger, est complètement inexistante dans les politiques publiques? Est-ce qu'il y a des populations qui sont réellement abandonnées par cette question? Est-ce que vous parlez de ces femmes qui ont 5-6 jobs par jour et avec la crise ça ne s'arrange pas, qui doivent nourrir leurs enfants rapidement, efficacement, mais pas bien, malheureusement. Est-ce que ces femmes-là, ces foyers-là, sont complètement délaissés par l'école, je ne sais pas, tous les moyens pour se renseigner et être informés par la question alimentaire? Est-ce que les États-Unis, ce pays, prend cette question à bras-le-corps? Merci. C'est intéressant que vous parliez des États-Unis parce que je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs pour répondre à votre question. Si je regarde l'histoire, je vois qu'il n'y a pas un autre pays au monde où on n'a pas autant voulu changer, améliorer, perfectionner l'alimentation
qu'aux États-Unis, mais en partant toujours d'un a priori qui n'est jamais formulé, qui n'est jamais pensé, qui est que ça doit passer par les individus. Alors par exemple, à la fin du 19e siècle, à Boston, des gens très bien intentionnés, un milliardaire ou un millionnaire de l'époque très bien intentionné, une chercheuse, la première femme qui avait un doctorat au MIT, un des grands nutritionnistes, en fait l'homme qui a inventé plus ou moins les calories, enfin toutes sortes de gens très très bien, ont décidé, ont diagnostiqué que la classe ouvrière de Nouvelle-Angleterre se nourrissait mal. Elle se nourrissait mal parce qu'elle mangeait trop de viande trop chère, donc elle se serait mieux trouvée d'avoir plus de calories. On venait de découvrir l'énergie, les calories, etc., la façon de mesurer. Il fallait mieux qu'ils bouffent des bas morceaux gras, parce que pour les travailleurs de force, ça donnait vraiment beaucoup de ressources. Il fallait qu'ils économisent sur, par exemple, la cuisson. Alors on leur proposait un four qui avait été inventé en Allemagne, qui dépensait très peu d'énergie, mais il fallait cuire très doucement, très longtemps, les fameux bas morceaux. On se disait que s'ils dépensaient moins pour leur nourriture, ils seraient moins revendicatifs et les patrons seraient plus contents. Bref, il y avait toutes sortes d'avantages à changer l'alimentation de la classe ouvrière américaine. Manque de peau, ou plutôt par chance, la classe ouvrière en Nouvelle-Angleterre, ça n'existait pas vraiment parce qu'il y avait des Italiens, des Allemands, des Irlandais, des Juifs d'Europe de l'Est, qui tous avaient des habitudes alimentaires, des préférences, des cultures complètement différentes. Par exemple, si vous vouliez faire manger du ragoût, des bas morceaux de bœuf à des Irlandais qui n'aimaient que le steak, ils appelaient ça de la lavasse à cochon, pigwash. Donc on n'arrivait pas à les convaincre. Et ça a été un échec total. Ça n'a pas empêché les promoteurs de cette opération qui s'appelait la New England Kitchen, cuisine du peuple, de se reconvertir dans l'alimentation collective, et c'est eux qui ont lancé les premières cantines hospitalières avec le New England Hospital, etc. Et puis après, ils ont fondé les départements. Dans les universités, il y a des départements de home economics qui essayent de changer l'alimentation des gens depuis 100 ans aussi. Et ce que je veux dire, c'est que si la New England Kitchen a échoué, c'était quand même pour le mieux, parce que s'ils avaient réussi à faire bouffer du gras, plus gras, à la classe ouvrière américaine, ça n'aurait pas nécessairement amélioré leur santé. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, dans les départements de home economics, au niveau gouvernemental, au niveau de la concurrence, du marketing, tout ça, de chacun avec des promesses de santé, etc., on n'a pas arrêté de vouloir changer et améliorer l'alimentation des gens. Et le résultat, c'est que ce pays qui a commencé avant tout le monde et plus que tout le monde est aussi celui où il y a le plus d'obésité et où c'est un problème absolument gigantesque. Je ne vous dis pas que ce n'est pas un problème chez nous, parce que comme l'a dit Frédéric, il y a des situations tout à fait analogues, quoique avec un degré quand même beaucoup moins frappant. Et donc votre question, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il ne suffit pas de vouloir changer l'alimentation des gens pour le mieux. Pour y arriver, et il faut vraiment réfléchir à deux fois. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, je voulais dire ça dans la discussion, peut-être que j'aurais dû le dire plus tôt, c'est regardez... Pour qu'on puisse passer, pour qu'on puisse donner la parole à... Je fais une phrase. Ouais. On a de plus en plus de critères sur lesquels on doit décider de notre alimentation individuelle. Il y avait les critères nutrition, maintenant il y a les critères environnement. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut computer dans nos petits cerveaux pour arriver à choisir et à prendre les bonnes décisions nous concernant sur la bonne alimentation. Avant, c'était moins compliqué. C'était appliquer la norme collective et faire comme on avait toujours fait. C'est de la culture, c'est quand les choses vont de soi. Bon, il y avait des cultures traditionnelles. Maintenant, on a beaucoup plus de responsabilités. Il faut qu'on trouve le moyen de les assumer. On va prendre une autre question, oui. On va essayer de faire des questions rapides et des réponses rapides également pour donner la parole à plus de monde. Bonjour à tous, merci pour vos éclairages. Je vais essayer de faire une question très courte. Quid de
de la politique, en fait, alimentation etc. Parce que là, tout de suite, par exemple, vous parliez de ce que les consommateurs, enfin les mangeurs, nous tous, en fait, on devait prendre en compte avant de se nourrir, c'est-à-dire l'aspect nutritionnel, plaisir et environnemental, etc. Mais en fait, tout ça, il y a quand même des gens qui choisissent de porter des mandats pour nous, qui font des politiques. Certaines politiques coûtent très très cher. La politique agricole commune, notamment, c'est 9 milliards d'euros. Donc, quid de tout cela? Parce que finalement, on a des gens qui travaillent là-dessus. Pour info, avant de vous laisser répondre, on a abordé la question hier et donc dans plusieurs tables rondes, notamment sur l'action publique, on a abordé l'échelon européen, l'échelon national et l'échelon local. Donc n'hésitez pas à regarder le replay de cette émission parce qu'il y a beaucoup de réponses à cette question. Ouais, rapidement, on va revenir en France peut-être. On a une politique alimentaire en France qui date du début du siècle, avec la mise en place par exemple du plan national nutrition santé. On a tous vécu l'injonction manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Et quand on a regardé l'effet réel de ces orientations, de ces nouvelles normes qui s'imposaient, on s'est rendu compte finalement que ça avait un effet tout à fait relatif, et notamment que ça ne touchait pas certaines catégories de population qui n'étaient pas sensibilisées à ça ou qui n'avaient pas forcément les moyens, on l'a évoqué tout à l'heure dans la discussion, d'accéder à cette nourriture. Donc, première idée, c'est que le fait de définir une politique publique très normative qui va imposer des changements comportementaux, en général, ça ne fonctionne pas. Claude l'a rappelé sur les États-Unis, c'est vrai aussi en France. Par contre, ce qu'on voit évoluer de manière positive, c'est les initiatives locales. Aujourd'hui, on a par exemple les projets alimentaires territoriaux qui commencent à mailler le territoire, qui sont en fait des dispositifs qui associent différentes parties prenantes, que ce soit les acteurs agricoles, les collectivités locales, les gestionnaires de cantines, etc., ou les consommateurs, pour définir un projet alimentaire qui corresponde aux besoins de la population et ce vers quoi la population tend à s'engager localement. Donc moi je crois beaucoup plus à ça, c'est-à-dire aux initiatives qui viennent du territoire, qui sont peut-être plus modestes, mais qui en tout cas répondent davantage aux enjeux, aux problématiques des gens au quotidien, à la sociologie des territoires aussi. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'irai, pour essayer de faire évoluer la politique publique en faveur d'une alimentation plus durable. Une petite dernière question. Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez des marques qui reproduisent le goût et la texture de la viande. Est-ce que c'est pas un nouveau problème que l'on crée en n'éduquant pas au vrai goût des produits de la nature, ou est-ce que c'est une solution comme elle le pose aux problématiques liées à l'élevage? C'est une bonne question parce que moi, je rabâche ce mot depuis tout à l'heure, mais la conscience, pour moi, c'est la clé. Et en effet, faire comme si, déjà, c'est jamais aussi bon. Une fausse mozza, un faux steak, un faux nuggets. Franchement, autant s'en faire un vrai de temps en temps. Et en plus, c'est parfois pas moins polluant, ni bon pour la santé d'ailleurs, quand on ajoute beaucoup de produits. Et en fait, l'idée, c'est pas de refaire exactement la même chose dans un leurre. L'idée, c'est de mettre de la conscience, de se réapproprier ce qu'on mange, de comprendre pourquoi, comment, et de prendre du plaisir à ça. Et pour moi, le plaisir, c'est une clé de ce changement, parce que si ça se fait comme ça marche en fait. On aura envie d'y retourner naturellement, et sinon on craque. C'est comme quand on fait un régime draconien, ça tient pas très longtemps. Mais là, c'est pareil. Donc moi, je suis pas tellement pour. Après, il y a des trucs qui sont rigolos, le chili sin carne. Il y a plein de trucs marrants dans l'idée. Mais en fait, ça sert à rien de faire comme si. On fait autrement. Et c'est génial, c'est bon. Merci beaucoup à tous les trois. Hier, Paul Charland à l'ancienne et la ferme de l'Envol concluait en disant que c'était le goût pour lui la clé. Le plaisir, ça peut être aussi une bonne conclusion. Merci d'être venus et merci d'être venus aussi si nombreux pour nous écouter. On se retrouve dans 10 minutes pour une prochaine table ronde sur les aliments à venir, justement. Ça fait la transition. On va parler d'algues, de soja, de champignons urbains. Donc n'hésitez pas à rester.